Monsieur Adil El Maftoui, orthoptiste de formation, a rapidement dépassé ce cadre et est rapidement devenu incontournable dans le monde de l'imagerie d'exploration oculaire. Il est chargé d'enseignement dans différentes universités à Paris, ainsi que dans des diplômes interuniversitaires. J'ai été son élève et est orateur dans de nombreux congrès. Il est par ailleurs auteur de multiples articles scientifiques, membre de nombreuses sociétés et également consultant en basse vision. D'ailleurs, on lui doit une partie de la réussite de ce congrès et je l'en remercie. Adil va nous parler de l'OCTA dynamique dans la maladie du glaucome. Merci d'être là, Adil. Alors merci à mes amis du Centre Rive. C'est la 5e année ou la 4e que je viens, et toujours avec beaucoup de plaisir. Donc tout à l'heure, on vous a brillamment rappelé que l'OCT, finalement, n'était qu'un élément dans l'arbre diagnostique de la neuropathie optique glaucomateuse, et que les variabilités de morphologie, on l'a vu, que ce soit dans le RNFL ou dans l'analyse des complexes ganglionnaires, sont multiples. On peut avoir des patients avec des fibres nerveuses très épaisses et d'autres moins épaisses, sans que pour autant il y ait une neuropathie optique glaucomateuse. Ces dernières années, on a fondé beaucoup d'espoir sur l'OCT angiographie et de savoir un tout petit peu comment on pourrait utiliser ce nouvel outil dans l'analyse du glaucome, notamment avec les capillaires péripapillaires. Mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, cela suscite encore beaucoup de questions. Donc, on a la possibilité en OCT angiographie d'analyser plusieurs patterns. D'une part, on a la possibilité de visualiser pour la première fois les capillaires péripapillaires à l'intérieur des fibres nerveuses. Et c'était vraiment ça, finalement, la nouveauté, et sur lequel on pouvait susciter beaucoup d'espoir. L'analyse du plexus vasculaire superficiel dans la couche des cellules ganglionnaires. Et là, on a remarqué qu'il valait mieux avoir des cubes beaucoup plus larges. Et donc, quid du compromis entre la densité qui compose le cube et la qualité de l'image pour pouvoir dépister des modifications dans la densité vasculaire. Et ensuite, le plexus vasculaire profond. Mais le problème, c'est que tous les outils ne sont pas normalisés. En OCTA, vous avez différents appareillages de différentes compagnies. Et le problème, c'est qu'il faut supprimer les projections artefactuelles. Donc, conceptuellement, c'était intéressant d'avoir la densité du plexus profond, notamment au niveau de la nucléaire interne, qui est le siège des noyaux des cellules de Muller. Et on sait qu'il y a souvent des modifications dans la dégénérescence transsynaptique. Et donc, voilà les éléments qu'on pouvait analyser. L'OCTA apporte toujours un OCT en face de bonne résolution. Et on va pouvoir également utiliser cet OCT en face pour faire des corrélations. Regardez ici, c'est un cube de 12 x 12 sur le nouvel appareillage d'Optoview du Solix. Et on va pouvoir faire des corrélations avec l'analyse des ganglionnaires et en fonction de la profondeur. Et regardez ici, on commence déjà à avoir une dissociation des fibres nerveuses avec un amincissement des ganglionnaires au niveau de la carte de déviation. Et ça, vous voyez, des fibres nerveuses normales, donc en OCT en face, qui accompagne l'OCT angiographie. Donc, c'est un petit peu le match, finalement, entre le gold standard, qui est l'analyse des ganglionnaires, avec l'analyse de l'épaisseur des fibres nerveuses, versus l'OCTA, avec l'analyse des capillaires péripapillaires et du plexus vasculaire superficiel. Comme je vous l'ai dit, l'analyse du plexus profond n'est pas valable sur toutes les machines. Donc on a montré des bonnes corrélations entre la densité vasculaire superficielle et le champ visuel. Des bonnes corrélations également avec l'analyse des ganglionnaires, avec la densité des capillaires péripapillaires et les fibres nerveuses. Mais finalement, est-ce que l'OCT angiographie nous a apporté quelque chose de plus? Au jour d'aujourd'hui, rien n'a été véritablement démontré. La question, c'est de savoir finalement qu'est-ce qui est la poule de l'œuf. Est-ce que le déficit fonctionnel précède le déficit structurel, ou est-ce l'inverse? Ou sont-ils simultanés? Donc c'est un petit peu la question. Finalement, en l'état actuel des choses, quand on reprend la bibliographie, la littérature, et ici je rappelle un bel article, une belle revue de la littérature de l'équipe de Stallmans, l'OCTA finalement se positionne comme un biomarqueur additionnel dans l'analyse globale de l'OCT.
Comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, on a une nécessité d'uniformiser les outils de quantification avec des analyses de tendance. On sait qu'on a des variations du signal en fonction de la qualité de l'acquisition et au sein même d'une acquisition réalisée le même jour. Donc les outils de tendance sont vraiment importants, les outils statistiques, pour pouvoir analyser une progression et permettre un suivi longitudinal. Un autre élément aussi intéressant, on sait que l'analyse du RNFL mesure en général 60% de tissu non neuronal dans l'épaisseur du RNFL. Et dans les glaucomes évolués, on va arriver à ce qu'on appelle l'effet seuil. Et donc, on a montré aussi que l'OCT angiographie était assez sensible à détecter la progression des glaucomes évolués associés à l'examen du champ visuel. Et là, je rappelle une publication de Gabor Hollo, où on montre bien, effectivement, sur ce glaucome évolué, des modifications de la densité vasculaire superficielle versus le champ visuel. Et donc, finalement, ce sont des éléments qui vont nous encourager à pouvoir réaliser cet examen. Donc, je me suis posé des questions. Je m'intéresse beaucoup également à la dégénérescence neurorétinienne, aux maladies de la rétine. Et en travaillant un tout petit peu sur des occlusions de branches, j'ai eu l'idée de travailler un petit peu sur la dynamique, parce qu'on sait qu'en OCT angiographie, on va avoir un seuil de détection qui est aux alentours de 0,3 mm par seconde. Le problème, c'est que quand on est en dessous, ça ne détecte pas de flux. Et donc, on imagine bien que l'OCT angiographie va nous donner une cartographie relativement statique du flux. Et donc, pour pouvoir rendre plus sensible notre système, j'ai compilé plusieurs images dans un intervalle inférieur à 2 minutes pour pouvoir donner de la dynamique. Et regardez, vous voyez, on a une partie du flux qui est beaucoup plus lent et qui disparaît au cours de l'acquisition. Et donc, on sait que pour rendre sensible l'OCT angiographie à des flux très bas, il va falloir faire varier le temps d'interscan, c'est-à-dire le temps où on va présenter 2 B-scans de même localisation pour pouvoir détecter du bruit et un signal qu'on appelle le signal de décorrélation. Donc, j'appelle ce concept l'OCT dynamique, et donc j'ai réalisé 4 volumes d'OCT angiographie qui ont été compilés grâce à un logiciel de recherche qu'on appelle I2K Retina. Et donc je salue également les conseils du professeur Michel Pack des 15-20 qui m'avait aiguillé sur ce logiciel pour mes travaux. Et l'idée, c'est d'offrir une plus grande sensibilité à la variation de flux. Et donc j'ai essayé d'appliquer ça au glaucome. Donc ici, vous voyez, j'ai réalisé 4 cubes et je me suis intéressé à l'analyse péripapillaire. Donc j'ai essayé d'analyser des patients naïfs qui présentaient une hypertension oculaire sans antécédents particuliers et qui avaient des examens structurels dans les limites de la normale. Et quand vous regardez ici, on commence déjà à avoir des déficits des capillaires, mais regardez la variation dans l'intervalle de ces 2 minutes. On a une variation qui fait que ces déficits des capillaires ne sont pas toujours bien visibles en statique. Et donc, regardez ici, quand on réalise cet examen dynamique, on visualise mieux encore, en augmentant le contraste grâce à la dynamique, de ces modifications des capillaires péripapillaires et de ce drop-out de manière localisée. Donc, ici, je vais imager tout ça par différents cas cliniques. Ici, c'est un patient qui présentait une tension un petit peu limite, qui venait juste pour des lunettes, pas de, vous voyez, c'est la tête du nerf optique. Donc, j'ai réalisé ces 4 cubes. Et vous voyez qu'on a même des variations également sur la densité vasculaire, sur les cartes de densité vasculaire. Et donc, regardez ici. Donc, ce qui est intéressant, c'est de toujours garder à l'esprit que la distribution des capillaires péripapillaires, elle est relativement arciforme, relativement régulière. Et quand vous regardez ici, vous avez déjà une dilatation, ici, des capillaires péripapillaires qui commencent à se raréfaire, on observe une raréfaction de ces capillaires, et cette distribution n'est plus radiaire. Donc, j'ai suivi ces patients qui n'avaient pas de traitement. Donc ici, c'est les examens structurels. On est sur des examens un peu subnormales. On voit des petites modifications. Ici, les bases normatives. Attention, il faut s'en méfier effectivement parce qu'elles masquent souvent des détails. Il faut toujours analyser les cartes de déviation et les comparer donc, à l'examen clinique. Et regardez, ça, c'est la carte de déviation qui est à peu près subnormale. Et donc, on va comparer tous ces différents éléments. Ici, regardez, à 6 mois, vous avez une perte des capillaires péripapillaires. Et ici aussi. Et donc, je me suis intéressé également à la choroïde. Donc,
Dans la choroïde, on a montré également des modifications du flux choroïdien qu'on appelle les microvascular dropout. Et donc, regardez là aussi, on va avoir des modifications. Regardez ici, on va avoir des microvascular dropout qui seront plus importants et qui sont souvent dans l'air des modifications des capillaires péripapillaires. Et regardez là aussi, vous voyez qu'effectivement, ici, on a moins de signal. Et donc, on a analysé ça également avec les B-scans. Donc, on a l'OCT-angiographie superposée sur les B-scans. Et donc, ça, c'est chaque cube que j'ai compilé à la première visite V0 et ici à 6 mois. Et on montre bien que ce n'est pas un artefact et j'ai analysé cette petite zone-là. Et donc là, on voit bien ici qu'au niveau de la choriocapillaire, on a une véritable diminution du flux et vous pouvez comparer les deux images pour vous montrer que ce n'est pas un artefact, il n'y a pas d'éléments de projection artefactuels. Et donc, regardez le suivi jusqu'à 18 mois. Et regardez à 18 mois, ben, on voit une modification des capillaires et une perte des capillaires qui est encore beaucoup plus importante. Et ici, on va voir des modifications également de la densité vasculaire. Mais ces analyses de densité vasculaire sont faites selon un schéma relativement circulaire, alors que les modifications des capillaires arrivent finalement au-delà du diamètre des 3,5. Et donc, probablement que les modifications fonctionnelles précèdent la structure. Un autre cas également d'un monsieur, 48 ans, une tension limite. Donc ici, vous avez sa papille. Vous avez un examen des fibres nerveuses relativement normal. Ça, ce sont ces cartes de déviation de GCC. Hein, c'est subnormal. Alors, c'est toujours difficile aussi sur les cartes de déviation, parce qu'il faut toujours garder à l'esprit ce que c'est qu'une carte de déviation des ganglionnaires normales, parce qu'en général, c'est beaucoup plus boursouflé. Donc, on est toujours un tout petit peu mitigé dans l'analyse des ganglionnaires. Hein. Et donc, là aussi, on va voir apparaître donc, des modifications des capillaires, ici. Et donc, on va pouvoir suivre ces modifications des capillaires. Vous voyez, ici, après 18 mois, on voit des modifications et une baisse de la densité des capillaires. Et ici, regardez, par ici et ici, on voit une diminution des capillaires péripapillaires. Et ensuite, on observe une diminution de l'épaisseur des fibres nerveuses. Et donc, on va pouvoir également observer avec les cartes de tendance et les cartes de densité. Donc, le même patient avec l'analyse de la choroïde. Et regardez déjà, en juillet 2020, regardez comme on voit que le flux choroïdien pulse et ces microvasculaires dropout que l'on observe. Et donc là aussi, on va pouvoir observer les modifications. Et regardez ici, par rapport à là, vous voyez, on observe des zones d'hypoperfusion de la choroïde. Ici, pareil, et on voit bien ces zones un petit peu plus sombres. Et si vous regardez bien aussi ici, par rapport à ça, vous voyez bien une modification de la perfusion choroïdienne associée à cette modification des capillaires péripapillaires. Et donc, analyser la choroïde serait un élément complémentaire et associé à l'analyse de la densité des capillaires péripapillaires. Et on voit bien donc une augmentation des zones de microvascular dropout à 12 mois. Une autre patiente aussi, 50 ans, une tension de 24 mm de mercure à droite, 19 mm de mercure à gauche. On a des OCT dans les limites de la normale, une carte de déviation qui est vraiment, elle, super normale. Et là aussi, on va pouvoir réaliser l'angiographie dynamique. Et là, on va visualiser également des modifications des capillaires péripapillaires et des modifications également de la choroïde. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que là, on voit que la pression a un petit peu diminué et que les modifications de la choriocapillaire également. Donc c'était probablement un sujet qui sera intéressant, c'est de savoir si ces modifications de la choroïde seront proportionnelles au niveau de perfusion. Et donc ici, j'ai fait un comparatif juste sur un an où on observe, après, une modification structurelle de l'épaisseur des fibres. Donc, vous voyez, ces éléments, on les retrouve assez souvent, et donc on est en train de compiler, je suis en train de compiler les données pour une publication. Regardez encore ce patient, là aussi on a une modification des capillaires péripapillaires, une modification de la choroïde. On va même pouvoir analyser le B-scan en regard et on voit bien ces modifications de la choroïde associées. Et quand on regarde
des cartes de déviation, ben là on voit déjà un petit amincissement des cartes ganglionnaires par opposition à l'autre œil. Et donc là aussi, ce sera aussi un biomarqueur intéressant. Donc dans la littérature, on a déjà montré les microvascular dropout qui étaient associés aux modifications en ICG, mais souvent très proche de la tête du nerf optique, et pas vraiment à distance, comme je le montre aujourd'hui, mais parce que l'ICG n'a pas une résolution suffisante pour pouvoir mettre en évidence ces petites modifications. On a montré également qu'elles avaient une connotation péjorative avec des amincissements des RNFL qui étaient beaucoup plus prononcés chez ces patients. Donc, le MVD est associé à un amincissement progressif des RNFL, mais ceci n'est pas spécifique du glaucome. On les a observés également dans certaines neuropathies optiques d'origine compressive. Donc, l'OCT dynamique permet de détecter une certaine hypoperfusion dans la densité péripapillaire des vaisseaux. Avant les premiers dommages structurels ou du champ visuel, cet aspect n'est pas toujours clairement visible en OCT statique. L'OCTA, avec sa segmentation plus profonde, dépeint avec précision la diminution de l'occlusion microvasculaire de la choroïde, dont la corrélation avec l'ICG, et ça on l'a montré tout à l'heure, a déjà été démontrée. Et ces zones de MVD étaient souvent localisées dans les mêmes cadrans que les défauts de densité des capillaires péripapillaires. L'OCTA dynamique montre des zones plus étendues de MVD par rapport à ce qui a déjà été décrit dans la littérature. Et la microvascularisation choroïdienne profonde autour du disque se trouve toujours en aval des artères ciliaires courtes postérieures qui assurent la vascularisation également du réseau prélaminaire et de la lame criblée, et que la neuropathie optique glaucomateuse implique également, et qu'aussi d'une maladie finalement de la choroïde. Et on voit bien que l'artère ciliaire courte va distribuer une partie de la vascularisation de la tête du nerf optique et également de la choroïde péripapillaire. Donc, je me suis aussi intéressé au GPN, au glaucome à pression normale, en disant peut-être qu'on va voir si ça apporte quelque chose de particulier. C'est une patiente, 63 ans, qui consulte pour la première fois, une tension à 13 mm de mercure. Dans ses antécédents, elle est plutôt hypotendue. On sait que c'est un facteur de risque, il y a une hémorragie, un déficit fasciculaire. On voit bien les déficits structurels, donc ça, il n'y a pas de souci en OCT. Et donc, je me suis amusé à voir un tout petit peu ce que ça donnait. Donc, j'ai réalisé 2 vitesses. D'accord ? Donc ici, il y a une petite échelle pour les correspondances de ce que je vais vous montrer. Donc là, on voit déjà qu'il y a un flux pulsatile. Donc on s'intéresse beaucoup, si vous voulez, à la pulsation veineuse spontanée. Moi, quand je réalise un examen du RNFL en B-scan, je regarde énormément la pulsation veineuse spontanée, surtout dans les recherches d'autres éléments systémiques qui pourraient influencer la neuropathie. Ensuite, on a les déficits des capillaires. Bon, ça, pas de souci. Ici, vous voyez, on a une modification également, un ralentissement du flux dans l'artère. OK. Oh, excusez-moi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que là, on a un déplacement de la lame criblée. Vous voyez ici, on a vraiment un déplacement de la lame criblée qui serait peut-être en faveur de cette hypothèse de ce gradient de pression translaminaire entre la tension oculaire normale et la pression du liquide céphalorachidien. Et donc, là aussi, on va encore retrouver nos modifications de la choroïde, mais là, sur ce cas-là, plus proche de la tête du nerf optique. Donc, l'OCTA dynamique met en évidence donc, les atteintes des capillaires péripapillaires et de la choroïde, en mettant en évidence les variations de flux, proches du seuil de détection de l'OCT angiographie, et nous montre les premières modifications fonctionnelles avant les modifications structurelles. L'OCTA, finalement, on a toujours essayé d'opposer l'OCTA à l'OCT structurel. Il faut rester simple. L'OCTA, c'est simplement un élément de l'analyse globale de l'OCT. Et on ne doit pas l'opposer à l'OCT structurel. C'est un élément dans l'analyse globale. Il devrait être effectué de manière systématique. Ensuite, la problématique de l'utilisation de l'OCTA, c'est qu'on n'a pas une véritable normalisation des résultats. Il faudrait avoir des rapports qui analysent structure-fonction pour pouvoir mieux l'utiliser. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de développer. Je suis consultant pour OptoView, et donc on a essayé de développer des rapports où on va pouvoir associer justement la structure et la fonction, parce qu'on n'aura qu'une acquisition qui, à partir du cube, va nous permettre de générer les fibres nerveuses, l'OCT angiographie associée. Donc, en conclusion, l'intérêt de l'OCTA dans le glaucome est probablement sous-estimé lié à l'absence de rapport combinant OCT, structure et fonction.
L'OCTA dynamique pourrait jouer un rôle dans la détection précoce du glaucome avant même une atteinte des GCC et des défauts du champ visuel. Des logiciels appropriés, et donc on y travaille pour pouvoir générer cette approche dynamique, sont en cours d'élaboration. Notre expérience de l'OCTA dynamique semble montrer qu'une atteinte fonctionnelle précède l'atteinte structurelle, et l'OCTA offre de nouvelles perspectives avec l'analyse du flux choroïdien péripapillaire et cette nouvelle entité des MVD, dont le rôle sera à préciser dans les mécanismes physiopathologiques du glaucome et leur association probable à différents facteurs. Et je vous remercie de votre attention. Hop là. Merci Adil. Y a-t-il une question? J'étais sûr. Merci. Beaucoup de controverses, l'OCTA et glaucome évidemment. Et tout récemment, il y a 1 an maintenant, avant cette histoire de Covid, il y a eu un papier qui est sorti et qui du groupe de Halifax avec Bol Chauhan, qui est un expert en OCT, et qui a en fait regardé comment, sur les premiers papiers qui ont montré, soi-disant avec une évidence claire, que on peut, avec l'OCTA, surtout du groupe de Weinreb, montrer que l'OCTA peut détecter beaucoup plus tôt que le champ visuel. Et finalement, est-ce que j'ai trouvé aussi ici, 1 ou 2 fois sur vos images, c'est qu'il y a des défauts et il y a des problèmes de qualité de ces OCTA. Par exemple, il y a plusieurs fois, selon les couches qu'on regarde, une duplification des vaisseaux, et ça c'est très joliment décrit dans ce papier qui est sorti, qui en fait augmente le flux ou alors le diminue si on améliore la qualité. Et dans une de ces images que vous avez montré les premières 2, le patient commence un peu à diminuer, et tout d'un coup après, elles sont de nouveau là, 1 an après. Donc il y a une variation certainement aussi due à la qualité de l'imagerie, et je me demande à quel point on n'est pas parfois faussé de très vite dire tiens, il y a les drop-out ici, alors que c'est peut-être juste la qualité de l'OCG. Si on regarde certaines de ces publications d'il y a 2 ou 3 ans, ça semble assez évident. Oui, mais justement, la particularité de compiler plusieurs images réalisées dans cet intervalle de temps permet de nous affranchir de tout ça. Après, si vous voulez, nous, par rapport à notre expertise, la problématique, c'est que les gens, si vous voulez, parfois analysent les choses sans avoir analysé la segmentation. Nous, systématiquement, vous voyez, on regarde la segmentation de nos couches parce qu'effectivement, la segmentation va pondérer la projection qu'on aura. Et on le voit également dans les pathologies maculaires. Ensuite, je vous rejoins également sur la qualité de l'image. Au jour d'aujourd'hui, pour moi, il n'y a qu'une machine qui apporte le meilleur contraste entre le signal de décorrélation et le fond de l'image. Le problème, vous êtes consultant. mais mais parce que j'ai la particularité d'avoir essayé toutes les machines du marché. Et le problème, c'est que quand on utilise tout le spectre, on a énormément de bruit. Quand on a énormément de bruit, on a du mal à faire de la quantification. Et c'est encore plus difficile, en fait. Vous voyez, on a fait évoluer des machines avec des spectromètres encore plus puissants, mais où les qualités d'image sont moins bonnes que ce qu'on avait avant. Parce que plus on a des spectromètres et plus on a de capteurs, et plus on va augmenter le bruit. Ensuite, effectivement, il y a la problématique de la normalisation. C'est-à-dire qu'on a des appareillages qui sont tous différents, qui analysent des choses complètement différentes, qui ont aussi des segmentations qui sont complètement différentes, et c'est un problème. Est-ce que j'ose vous demander encore une question? Par exemple, comment est-ce qu'on peut envisager tous les problèmes chroniques vasculaires? Par exemple, les patients diabétiques, les patients hypertensifs, les patients qui ont des traitements, tous ces gens qui ont des artérioscléroses ou des ou des altérations morphologiques des vaisseaux. À quel point est-ce que ça va se voir avec cet examen-là? Ou est-ce que ça joue aucun rôle dans ces différents drop-out? Il faut toujours corréler, si vous voulez, l'imagerie effectivement au fond d'œil. Mais on dit dans toutes ces études, on parle jamais, on dit toujours, voilà, ça c'est le champ visuel corrèle avec ça, le retinal nerve fiber corrèle, mais on ne parle jamais que peut-être cette personne de 70 ans qui a fait cet examen a une hypertension depuis 10 ans, chroniquement des vaisseaux, et que ça aussi peut interférer. Mais complètement, c'est complètement, et c'est pour ça que finalement aujourd'hui, on a un petit échantillon de patients, mais ça mérite de conduire une étude relativement précise pour savoir effectivement si ces hypoperfusions de la choroïde peuvent être associées à des facteurs systémiques. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Quand on fait un examen du RNFL, je regarde toujours le flux veineux spontané.
C'est un ancien concept, hein, finalement, qui va revenir un peu à la mode. Pourquoi? Parce que quand le flux est continu en OCT, on a un bruit qui est relativement régulier. Et quand on a une pulsation veineuse, on va avoir des alternances. Et nous, on recherche toujours, dans le contexte d'apnée du sommeil, d'hypertension, donc on prend la tension artérielle dès qu'on voit ces modifications. Il y a une corrélation qui est très nette. Et même pour les apnées du sommeil, on a un score en recherche d'apnée du sommeil grâce à ça aussi. Après, il y a la morphologie de la papille, hein, on est d'accord. Hein, d'accord, il y a des morphologies qui sont très caractéristiques. Il y a des atteintes aussi qui sont très caractéristiques. Les gens qui ont de l'apnée du sommeil avec une hypoxie, une neuropathie associée, vont avoir des défauts structurels qui vont être un petit peu différents par rapport aux neuropathies glaucomateuses pures. Donc nous, on essaye effectivement d'apporter cette notion de fonction et directement en dynamique. C'est-à-dire que moi, je réalise l'examen, je regarde tout le temps et je fais même des vidéos. Donc je suis en train de travailler dessus. Je ne peux pas tout présenter aujourd'hui, mais je pense que c'est un concept qui est intéressant et qu'il va falloir revenir finalement à des outils. Et aux États-Unis, il y a un appareillage qui devrait arriver, mais qui ne sera pas forcément de l'OCT, mais dans un concept un peu différent, pour analyser justement cette pulsation veineuse spontanée. Anna, tu as encore une question? Oui, moi j'avais une question. Merci Adèle pour tes magnifiques images. Et c'était un peu allant dans le sens que mentionne Gordana, mais on a vu l'importance d'avoir des bases de données normatives. Donc est-ce que c'est quelque chose que vous avez peut-être fait, de faire une espèce de groupe contrôle, d'avoir une base de données normative, sachant qu'effectivement il y a des modifications vasculaires qu'on connaît tous simplement liées à l'âge, qui pourraient ne pas être justement consécutives au glaucome. Oui, mais en fait, quand c'est lié à l'âge, on n'a pas des déficits focaux aussi précis. C'est plus diffus. Et la problématique de faire une base normative sur ce genre des capillaires périphériques, c'est très difficile. Vous voyez bien déjà au niveau de la structure. Comme ça a été rappelé tout à l'heure, vous avez des patients qui ont des fibres nerveuses qui sont très épaisses. Ils vont avoir une baisse, mais pour le jour où vous les voyez, c'est normal. Mais ça ne préjuge en rien sur le fait qu'il est en train de faire une neuropathie optique glaucomateuse. Et les cartes de déviation, c'est pareil. Gardez à l'esprit, regardez un patient normal qui a une carte des ganglionnaires normale. Quelle est sa morphologie? Est-ce que vous le savez? Mais c'est ça qui est important aussi, parce qu'après, il faut le comparer. C'est pour ça que parfois, on est un peu mi-figue, mi-raisin, parce qu'on dit c'est subnormal. Mais on n'est pas sûr, parce que c'est la première fois qu'on le voit. Merci. Merci Adil pour cette magnifique présentation, la qualité des images qui est toujours impressionnante.